J'ai reçu de M. Sergio Coronado une motion de renvoi en commission déposée en application. Mes chers collègues, les droits du Parlement. Une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. La parole est à M. Sergio Coronado. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues, c'est donc, comme l'a rappelé Cécile Duflot à cette tribune, la 5e fois depuis les attentats du 13 novembre que le gouvernement propose de proroger l'état d'urgence, cette fois jusqu'au 15 juillet 2017. Lors de l'examen du premier projet de loi de prorogation, le 18 novembre 2015, Jean-Jacques Urvoas, rapporteur du texte, président de la Commission des lois, aujourd'hui ministre de la Justice, exprimait ainsi sa conviction. Les mesures que nous allons décider ne dureront qu'un temps limité. Elles ne se comprennent d'ailleurs que par leur obsolescence programmée. Dans le même esprit, le Conseil d'État rappelait dans son avis rendu le 6 février 2016 sur le projet de loi relatif à la deuxième prorogation que l'état d'urgence reste un état de crise qui est par nature temporaire. Ces renouvellements ne sauraient par conséquent se succéder indéfiniment, conviction partagée par le Conseil constitutionnel lorsqu'il indique que les effets d'un régime de pouvoir exceptionnel doivent être limités dans le temps et l'espace et que la durée de l'état d'urgence ne saurait être excessive au regard du péril imminent ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence. En fait, dans tous ces avis, celui du 8 décembre, mais également dans ceux du 2 février, du 28 avril, du 18 juillet 2016 sur les projets de loi de prorogation, le Conseil d'État a rappelé systématiquement que les renouvellements de cette mesure d'exception ne sauraient se succéder indéfiniment et que l'état d'urgence devait demeurer temporaire. C'est de ça dont nous parlons ce soir. Ces mises en garde, ces avertissements seront-ils entendus dans cet hémicycle? Avec 5 autres collègues, Pouria Mircha, Isabelle Attard, Noël Mamère, Barbara Romagnan et Gérard Sebaoun, nous avions en effet voté contre la première prorogation de l'état d'urgence parce que nous considérions à l'époque que l'état des droits, et nous le pensons toujours, n'est pas un état de faiblesse, parce que rien ne semblait non plus indiquer, après les 12 jours d'état d'urgence décrétés dans la nuit des attentats du 13 novembre en Conseil des ministres par le Président de la République, que cet état d'exception était une absolue nécessité. Parce que nous considérions aussi que déroger au droit commun dans une démocratie comporte des risques, parce que nous nous interrogions aussi sur l'adéquation de ce dispositif hérité de la 4e République et de notre passé colonial avec la nouvelle menace terroriste et que nous pensions que l'option sécuritaire ne pouvait pas non plus être la seule et unique réponse. Décrété le 14 novembre 2015, l'état d'urgence s'inscrit désormais dans la durée. 13 mois déjà. Probablement 20 mois si le Parlement vote la prorogation proposée par l'exécutif afin de couvrir la période électorale à venir. Une telle durée n'était certainement pas dans les intentions du législateur à l'origine. Et lorsque je relis le verbatim de nos débats en commission des lois et dans cet hémicycle, ce n'était pas non plus votre intention lors du vote de la première prorogation. Cette durée, comme l'a rappelé très justement notre collègue Jean-Frédéric Poisson, co-rapporteur avec Dominique Raimbourg, président de la commission des lois, du rapport d'information sur le contrôle parlementaire de l'état d'urgence, cette durée donc a un impact sur la nature de l'état d'urgence parce que les mesures de police administrative que le dispositif autorise sont désormais pour l'essentiel utilisées à des fins de maintien de l'ordre public qui relèvent du droit commun. Chers collègues, Jean-Jacques Urvoas, encore lui, président de la Commission lors de la première prorogation, avait annoncé la difficulté de sortir de l'état d'urgence. Il a semblé logique d'y entrer pour la majorité d'entre vous en raison de la violence inouïe des attaques dont notre pays a été victime. Il nous revient aujourd'hui d'y mettre un terme, car le risque est grand que le dispositif nous échappe, qu'il s'installe si durablement et si profondément qu'il finisse par modifier l'équilibre du pacte social et républicain, qu'il dessine aussi de nouvelles frontières pour nos libertés et pour nos droits. Comment mettre fin à l'état d'urgence? Ou comment réussir à en sortir? La réponse à cette question n'est pas seulement juridique ou sécuritaire, elle est éminemment politique.
Contrairement au précédent de 1985 en Nouvelle-Calédonie, lors du soulèvement indépendantiste kanak, ou de 2005 après les émeutes de banlieue en métropole, il sera cette fois beaucoup plus difficile de constater, à un moment ou à un autre, que les raisons ayant justifié le recours à l'état d'urgence ont disparu. Cette décision nous appartient à nous seuls, représentants du peuple. Depuis un an, le Parlement a beaucoup légiféré pour faire face à la menace. Comment peut-on penser qu'en dépit des nouvelles dispositions de droit commun votées par le Parlement, que vous avez en très grande majorité votées, dans le cadre de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, nous serions toujours et encore démunis pour faire face à la menace terroriste. La France est dotée d'une des lois antiterroristes parmi les plus sévères en Europe. Et dans une forme d'engrenage, le gouvernement entend déposer, sans doute en procédure accélérée, un nouveau texte sécuritaire, un projet de loi sur la sécurité publique, qui sera prochainement examiné par le Parlement. Or, plusieurs instruments juridiques votés par le Parlement récemment encore permettent aux services de sécurité et à la justice de faire face au terrorisme. La loi du 3 juin a accru les prérogatives des magistrats spécialisés dans la lutte antiterroriste. Et je voudrais que celles et ceux qui nous écoutent aient en mémoire ce que le Parlement a voté, ce qui est venu durcir notre droit. Les perquisitions de nuit dans les domiciles sont désormais autorisées en enquête préliminaire et en information judiciaire en matière terroriste. Le parquet s'est vu reconnaître sous le contrôle du juge des libertés et de la détention des prérogatives quasiment équivalentes aux magistrats instructeurs, ainsi bien en enquête de flagrance qu'en enquête préliminaire, leur permettant notamment d'avoir recours aux techniques de sonorisation et de captation d'images dans les lieux privés ou publics. Les dispositions de la loi prévoient par ailleurs des mesures tendant à améliorer les conditions de la lutte contre le financement du terrorisme. Elle comporte différentes mesures de police administrative visant à renforcer les dispositifs de contrôle sur les personnes pour lesquelles existent des raisons sérieuses de penser que leur comportement est en lien avec des activités terroristes. Le texte a aussi modifié les articles du Code de procédure pénale permettant la mise en œuvre de contrôles d'identité afin d'autoriser également dans ces cas l'inspection visuelle et la fouille des bagages. Il a créé une retenue administrative assez polémique, vous vous en rappelez, lorsqu'il existe à l'égard d'une personne dont l'identité a été contrôlée ou vérifiée des raisons de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste. Il a aussi instauré un régime de contrôle administratif applicable aux personnes de retour sur le territoire national du théâtre des opérations de groupements terroristes. Le Parlement a fait entrer dans le droit commun nombre de mesures inspirées de l'état d'urgence. L'entrée en vigueur de ce nouvel arsenal de lutte antiterroriste à la disposition de la police et de la justice était censée permettre de se passer de l'état d'urgence. Rappelez-vous, lors de la deuxième prorogation de ce régime d'exception, le Premier ministre d'alors, Manuel Valls, n'avait-il pas justifié la nécessité d'attendre le vote de cette loi pour mettre fin à l'état d'urgence ? Les auteurs du rapport d'information sur le contrôle parlementaire de l'état d'urgence, aussi bien que la commission d'enquête sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015, partagent une conviction qui est mienne, et je sais que cette conviction grandit parmi les parlementaires ici ce soir, partagent la conviction que la voie judiciaire demeure l'outil prééminent de la lutte antiterroriste. Dans son rapport, Sébastien Pietrasanta note que force est de constater que les mesures prises pendant l'état d'urgence n'ont pas été évoquées par les spécialistes de la lutte contre le terrorisme comme jouant un rôle particulier dans celle-ci. Mes chers collègues, ces 13 mois d'application de ce dispositif dérogatoire ne peuvent avoir banalisé les mesures d'exception qu'il comporte. Les perquisitions menées dans le cadre de l'état d'urgence ont certes permis de saisir des armes et de la drogue. Entre le 14 novembre 2015 et le 25 mai 2016, cela a été dit, ce sont quelques 3 750 perquisitions qui ont été opérées. Le 30 novembre, plus de 2000 perquisitions ont eu lieu, c'est-à-dire 54% du total. Mais je ne crois pas que l'état d'urgence soit fait pour cela. Les rapporteurs de la commission de contrôle, Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson, constatent qu'une très grande majorité d'arrêtés ne visent pas de circonstances particulières et ne relèvent plus d'une logique d'urgence et d'exception, mais en fait se substituent aux mesures de droit commun. L'usage massif de mesures d'interdiction de séjour pendant les mois de mobilisation contre la loi travail et les assignations à résidence pendant des grands événements tels que la COP21 en novembre dernier le démontre. La commission des lois, vous le savez, a voté hier à une très grande majorité, à une écrasante majorité même, la 5e prorogation de l'état d'urgence. Elle a amendé, sur proposition du rapporteur, le régime des assignations à résidence, donnant de fait, dans une figure
juridique originale et contestable, au juge des référés du Conseil d'État un pouvoir d'initiative et de contrôle, puisqu'il reviendra à celui-ci le pouvoir d'autoriser, sur demande du gouvernement ou de son représentant, la reconduction pour 3 mois d'une assignation à résidence qui aurait atteint 12 mois. En fait, vous le voyez, on essaye, comme on peut, avec les moyens du bord, d'encadrer, de limiter l'état d'urgence. Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson ont formulé un certain nombre de propositions dans le rapport d'information que je cite devant la commission des lois. Ils ont dressé un constat d'abord. De façon générale, les mesures les plus efficaces sont celles du droit commun, c'est-à-dire les mesures d'enquête et les mesures judiciaires. Ils formulent ensuite une série de préconisations visant à améliorer le fonctionnement de l'état d'urgence. Ils proposent d'encadrer les perquisitions de nuit qui devaient obligatoirement être motivées. Il faut donner force de loi à cette obligation. Il faut aussi préciser les conditions de recours à la force. Le périmètre géographique des assignations à résidence doit permettre la vie familiale et professionnelle et les parquets doivent être informés des assignations. Le rapport s'interroge également sur l'articulation entre les problèmes de santé mentale et les assignations à résidence frappant des personnes visiblement malades. Le rapport préconise également l'information du juge des enfants lorsque des mineurs sont assignés à résidence. Il pose la question de l'évaluation budgétaire de l'état d'urgence et propose une coordination interministérielle. Des préconisations nombreuses, 17 je crois, et des questions nombreuses, pertinentes, des questions qui nous habitent tous depuis que l'état d'urgence a été décrété, toutes d'une très grande importance au moment où nous sommes appelés à nous prononcer. Avons-nous débattu réellement avec le gouvernement de ce que propose ce rapport, fruit d'un travail d'évaluation de plus d'1 an de l'état d'urgence, fruit du contrôle parlementaire, un contrôle parlementaire qui est fait en notre nom à nous tous, un travail complet, rigoureux, fouillé. Nous n'avons pas débattu des préconisations qui sont indiquées dans ce rapport. Nullement. Certes, les délais rendent le débat parfois impossible. Les procédures d'urgence s'accompagnent souvent de dispositifs rapides, de procédures accélérées. Doit-on l'accepter? Je ne le pense pas. Nous avons déploré l'absence hier soir. Je crois que mon collègue Larrivé, qui vient de partir, aurait pu le confirmer. Nous avons déploré hier soir l'absence du ministre, cher Bruno Le Roux, devant la commission des lois. Votre présence nous aurait permis, d'une part, de savoir quel était votre avis sur les questions formulées et sur les préconisations de ce rapport. Vous auriez pu nous éclairer sur les intentions du gouvernement et notamment sur les suites que le gouvernement entend donner aux préconisations de ce rapport et sur le contenu du texte à venir devant notre Assemblée. C'est une reconduction sans débat, après 1 an d'évaluation parlementaire que le gouvernement nous propose, et cela au-delà de l'appréciation divergente que nous pouvons avoir sur le recours à l'état d'urgence, cela me paraît être irresponsable, inacceptable. Rappelons-nous les mots de l'actuel ministre de la Justice. Arrêter l'état d'urgence n'est pas synonyme de moindre protection, car en réalité, et je le cite de mémoire, l'essentiel de l'intérêt de ce que l'on pouvait attendre de ces mesures semble à présent derrière nous. Jean-Jacques Urvoas parlait ainsi le 13 janvier dernier. Il nous avait été affirmé à l'époque, avec force, avec détermination, que l'état d'urgence avait pour objectif de pallier les faiblesses de notre état de droit. Le gouvernement nous dit aujourd'hui, et le rapporteur aussi, que cet état d'exception est en fait, somme toute, complémentaire du droit commun. D'une mesure limitée, proportionnée, l'état d'urgence prend l'allure d'un dispositif ordinaire de lutte contre le terrorisme et d'un état permanent de maintien de l'ordre public, sans qu'aucun débat sérieux sur les conséquences d'un tel glissement n'ait eu lieu, ni dans cet hémicycle, ni dans aucune des commissions concernées. Voilà les raisons, chers collègues, qui motivent cette motion de renvoi en commission. Merci. Merci, Monsieur Coronado.